Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Merci d'être là. Jeunesse et pouvoir, c'est un faux débat en Afrique. On dit souvent que si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. En Afrique subsaharienne, on va plutôt dire si vieillesse savait, si jeunesse pouvait au regard de tout ce qui se passe en ce moment. Non, c'est un faux débat parce que la jeunesse africaine a toujours été une jeunesse très dynamique. On peut citer pas mal de jeunes Africains qui ont pris le pouvoir. Et on peut citer Sékou Touré, Jerry Rawlings, Kadhafi, Amadou Ahidjo, le président de la République du Cameroun, Paul Biya également, l'actuel président de la République du Cameroun. On en a comme ça pas mal, hein, Sankara, des combattants comme Oumniobé, Ernest Ouandji, etc. C'était des jeunes qui se sont battus pour accéder au pouvoir ou, à la limite, pour améliorer les conditions de vie des Africains et dénoncer surtout les exactions coloniales. Donc, dire aujourd'hui que la jeunesse africaine est une jeunesse qui ne s'est jamais intéressée à la politique, c'est faux. J'aime un exemple très précis d'un jeune que j'aime bien citer, c'est le président Pierre Nkurunziza, de regretter mémoire, président de la République donc, du Burundi, qui a accédé à la magistrature suprême à l'âge de 40 ans seulement. Hein. Il a été élu donc en 2005 par l'Assemblée nationale, en 2010 au suffrage universel direct. Il a été élu grâce aux accords d'Arusha qui ont mis fin à un combat long et usant. Il a rempli en 2015 et il est décédé juste un peu avant la fin de son mandat. Pourquoi il est intéressant ce cas spécifique? C'est que le président Pierre Nkurunziza non seulement était jeune, mais c'était un ancien rebelle. Donc il se battait pour la défense des droits des Burundais, mais en plus de cela, je parle de lui parce que il n'était que simple professeur d'éducation physique. Attention, je ne veux pas dire que cette profession n'a pas de raison d'être, qu'elle n'est pas importante. Non, c'est pour dire que toutes les classes sociales peuvent être impliquées dans la politique parce que certains dirigeants africains ont réussi à nous faire croire que pour être un bon politicien ou un politicien tout court, eh ben, il faut sortir de l'ENAM, il faut sortir de l'ENA, de l'ENIA, bref, de toutes les grandes écoles, surtout ces grandes écoles coloniales. C'est faux. On se souvient bien de Pierre Bérégovoy, qui a été Premier ministre en France, excusez-moi du peu. C'était un simple ouvrier, hein, un ouvrier, je crois, ajusteur, fraiseur. Un simple ouvrier, mais il a été Premier ministre. Bref, on n'a pas besoin d'avoir fait une grande école pour s'impliquer en politique. Tout le monde peut le faire. Évidemment, aujourd'hui, le contexte n'est plus le même parce qu'il y a eu au pouvoir des personnes qui sont restées, des personnes âgées, j'allais dire. On pense au président Senghor, au président Houphouët-Boigny, au président Paul Biya, c'est une fournée qui est restée au pouvoir pendant pas mal de temps et surtout qui ont vieilli au pouvoir et ont transmis aux jeunes l'image paternaliste, évidemment, des chefs d'État. Or, le pouvoir, ce n'est pas le père. Le pouvoir, c'est de donner une vision au peuple que l'on est censé administrer, que l'on est censé gouverner. Donc, la jeunesse a toujours été très impliquée. Mais quand vous fabriquez des jeunes, on les voit dehors dans la cour en train de pianoter toute la journée parce que ces jeunes ne travaillent pas. Ces jeunes également sont addicts aux drogues. C'est un problème extrêmement urgent. On a entendu il y a quelques jours un jeune qui a commis un matricide. Il a assassiné sa maman. Il était probablement en proie à la drogue. Il était en manque, forcément. Ou alors, il y a des maladies mentales comme la schizophrénie, la paranoïa, la dépression, toutes ces maladies mentales et ces addictions
aux différentes drogues, et même à l'alcool, parce que ça commence très tôt, hein, le matin à 10 heures, et encore, on les trouve déjà en train de consommer de l'alcool. Et c'est très dangereux parce que, justement, si les jeunes aujourd'hui ne s'impliquent plus dans la politique, certes, ils ont été déçus par les dirigeants qui ont verrouillé toutes les entrées et les sorties du pouvoir, mais le pouvoir leur a aussi offert sur un plateau d'argent ces drogues-là, ces addictions. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il ne suffit pas d'arrêter des petits dealers. Parce qu'il y a des dealers, des guetteurs, des chercheurs, tous ces petits qui sont dans le commerce des produits illicites. Mais il y a les gros bonnets plus hauts, c'est eux qui tirent justement les ficelles de ce commerce qui est extrêmement juteux. Sinon, comment expliquez-vous que depuis qu'on se bat qu'on lutte contre cette drogue-là, on n'arrive pas à éradiquer cet état de fait. Donc, c'est qu'il y a des gros bonnets qui tirent les ficelles de ce commerce qui est très, très lucratif. Donc, c'est un secret de polichinelle. Nous savons que c'est une mafia. Et même si on arrête les dealers, on n'arrête pas les bonnes personnes. Ces personnes qui, justement, tirent profit des bénéfices de tout ce commerce-là. Donc, la jeunesse aujourd'hui ne peut pas s'impliquer. Elle ne va pas bien, la jeunesse. Elle souffre. Elle est malade, cette jeunesse. Elle a besoin qu'aujourd'hui, on la soigne. Elle a besoin d'être prise en charge, avoir des soins pour son mieux devenir. La jeunesse ne peut pas s'impliquer comme elle le voudrait en politique parce qu'elle n'est pas en état psychologique de réfléchir. Elle pense d'abord à acheter sa drogue, à acheter les produits, à manger, à se nourrir. Donc, la politique pour elle, c'est une affaire qui ne la concerne pas. Et pour remettre les jeunes justement dans cette logique, justement pour impliquer les jeunes aujourd'hui, on martèle évidemment qu'il faut prendre sa carte d'électeur, il faut aller voter, il faut surveiller le vote. Mais aujourd'hui, un jeune qui n'a pas d'emploi, qui est accro ou addict à la drogue, il va peut-être prendre sa carte d'électeur, certes, mais il va penser d'abord à peut-être vendre son vote. Il va être beaucoup plus, comment dirais-je, malléable, plus corruptible aussi par ceux qui tirent justement profit de la détresse de ces enfants. La jeunesse africaine est une jeunesse dynamique. Au Cameroun, j'allais dire qu'il y a eu M. Amadou Ahidjo, donc le A, la lettre de l'alphabet. Aujourd'hui, il y a Paul Biya. Biya, c'est le B. Logiquement, si on suit les lettres de l'alphabet, on va aller au C. Or, aujourd'hui, quand on regarde les hommes politiques, qui est-ce qui a un nom ou un prénom qui commence par C? Bon, on va penser d'abord au président de l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas lui qui doit remplacer le président de la République en cas de vacance de pouvoir, mais on parle de C, on parle de M. Cavaillé Yegedi Djibril, qu'on juge évidemment vieux et très malade, donc ce n'est pas possible, ni au regard de la Constitution, des institutions aussi, ni au regard de son état de santé, etc. Et on regarde de l'autre côté, le président national du PCRN, M. Cabral Libi, mais aujourd'hui, il est dans les méandres des coups bas, hein, des coups très bas, en dessous de la ceinture même, qu'on lui inflige en ce moment avec son parti politique, le PCRN. Mais bon, peut-être va-t-il trouver une issue de sortie. Et puis, si ce n'est pas possible, on peut très bien aller du B au D. Du B, de la lettre B à la lettre D. Et à ce moment-là, je pense que la voie est ouverte à une femme dont le nom commencerait par un D. Eh bien, je me suis mise à rêver. Mais
Est-ce qu'il est interdit de rêver? Parce que les femmes, une femme peut également se présenter à la magistrature suprême en 2025. Alors, êtes-vous prêt à voter pour une femme, même si elle n'est pas très jeune? Selon vous, d'ailleurs, réfléchissons, réfléchissez. Je vous remercie.